Bonsoir, bienvenue sur RS spécial Dakar. Et oui, nous sommes déjà en deuxième semaine, étape numéro 8 avec toi, Anthony, comme d'habitude. Bien sûr, j'ai repris ma place de copilote, c'est-à-dire qu'on va se lancer à fond là. Et oui, parce que vous le voyez, sur notre plan large, on devait avoir Eric Dessen, l'ancien boss de Yamaha Europe, qui a eu un souci, alors rien de grave sur la route, mais qui du coup ne pourra pas assumer son invitation ce soir. Mais on va essayer de le faire revenir en fin de semaine. Peut-être on va croiser les doigts parce qu'avoir son coup d'œil sur Yamaha, c'est quand même très intéressant. Mais ça ne nous empêchera pas. Mais ça nous empêchera pas de passer une bonne émission ensemble. Je vois que vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Pour tous les nouveaux, on va vous débriefer l'étape du jour, que ce soit en moto. D'ailleurs, Pat Le Guen fait péter notre sommaire chéri. On va vous parler de toutes les différentes catégories. L'image du jour, des images que vous avez peut-être vues, notamment une de solidarité avec des motards qui tractent les autres. Les images sont magnifiques. On va vous parler de ça, mais pas que. Nos ambassadeurs avec Xavier de Soultret, Sébastien Loeb et Christian Lavieille, et on fera le point sur toutes les catégories. Et du coup, pas d'interview ce soir, mais on va quand même se régaler. Non, si tu veux m'interviewer, c'est Stream VF. Ah, d'accord. Mais voilà. Mais je vois qu'on a Tanguy sur le chat, qui était avec nous hier sur le plateau. Aujourd'hui, dans le chat, ça fait plaisir. Et voilà, en tout cas, grand plaisir d'être avec vous ce soir, toujours en partenariat avec BF Goodrich. Mon cher Anthony, qu'est-ce que c'était que cette étape du jour? Est-ce que c'est le début de la marathon ou c'est demain? Non, c'est demain. C'est demain. Comme quoi, quand je dis que j'ai une mémoire en poisson rouge, c'est pas qu'une légende. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Étape un petit peu compliquée à l'origine, en tout cas sur le papier. Boucle autour de Wadi Ad Dawazir, pardon. Et on a une spéciale de 481 km. C'était une spéciale très longue, la plus longue de ce Dakar. Donc on s'est dit que peut-être que les écarts auraient pu être creusés. Attention à de la navigation, certains ont pu se faire piéger. C'est une étape très complète avec un condensé finalement de tout ce qu'on peut retrouver en Arabie Saoudite, tout le meilleur finalement de l'Arabie Saoudite. On a des dunes. C'est la question du beau. Y a-t-il des dunes? Voilà. Un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu. Des sections un peu rocailleuses, comme Sébastien adore. Sébastien Loeb, évidemment, aime ces parties où on va moins vite, hein, bien sûr. Et puis, non, c'est pas vrai, il aime pas. Oui. Bien sûr qu'il aime pas. Et après, il roule comme une grand-mère et tout, ça va pas du tout. Le running gag de chaque semaine. Si vous n'avez pas suivi les autres épisodes, c'est pas un tacle gratuit, c'est juste qu'il trouve toujours un concurrent à mettre ça dans la... On ne sait pas pourquoi, c'est une tradition. On ne sait pas. Mais en tout cas, tout s'est bien passé pour les concurrents, pour la majorité en tout cas des concurrents Ultimate. Ça, c'est moins bien passé pour certains SSV, bref. Voilà, c'était une spéciale qui pouvait être cassante et elle l'a été. Et moi, je ne comprends toujours pas quand on voit la carte de l'étape, où sont les 236 km de liaison ils font des S. Non, mais il n'y a pas de liaison. Mais si, entre le start et le finish. Mais ça ne fait pas 236 bandes, si la spéciale fait 480, sans déconner. Regarde ta boucle, elle fait 480 oui, mais ils sont obligés blanc. de passer tout en haut là-bas, ils évitent et hop, ils repartent et ils reviennent vers Riyad. Il y a un truc que ASO ne nous dit pas, je ne comprends pas où sont ces 236 km de liaison quand les mecs font le Tour de France de cet endroit-là. Non, pas le Tour de France, le Tour d'Arabie Saoudite. Vous m'avez très bien compris. Il y a un truc qui ne va pas. C'est comme l'épisode 9 de Stranger Things, on l'attend, on ne sait pas où il est. C'est très étrange. Bon. On attend les dunes et il y en avait un petit peu aujourd'hui. On passe à l'image du jour. Je vous le disais. Non, on va parler avant Si, on passe de solidarité. Mais si, parce que c'est Bruno Sabi avec le camion d'assistance. Ben oui. Alors, c'est pas pour cette raison-là que j'ai voulu parler de solidarité, mais on a voulu l'imager évidemment. Bruno Sabi a eu un souci dans la spéciale et il s'est fait aider par son camion d'assistance. Jusque-là, rien de très spectaculaire. Mais je voulais évoquer à travers cette image-là de Bruno Sabi, qui montre bien qu'il est OK, avec Benjamin Boulou, qu'il y a aussi d'autres faits qui se sont passés durant cette semaine, notamment l'équipage 100% féminin en Ultimate, le seul d'ailleurs, avec la mini numéro 248 de Maria Gamero et de Rosa Romero, qui elles ont aidé Guillaume de Mévius un petit peu plus tôt dans la semaine, et Mathieu Baumel bien sûr. Eh bien, elles se sont retrouvées sans embrayage à l'issue de la spéciale 7 et elles ont été aidées, tractées par un concurrent qui n'est autre que Dave Classen, le papa de Puk Classen. Ah d'accord. En tout cas, l'image du jour, pour moi, c'est véritablement l'image des motards. Oui. On a vu un motard qui était parti devant, qui a fait un détour pour revenir, pour aider un concurrent qui était à l'arrêt, pour l'aider à terminer. Raconte-nous ça. Ça, c'est Bradley Cox, en bleu, le seul pilote Sherco restant en lice. Et au tout début de la vidéo, on remettra avec le son en anglais, parce que, en fait, le concurrent, qui est un concurrent en mal moto en plus, donc il n'a pas que ça à faire, je veux dire, il est tout seul, et il sait à quel point c'est galère de tomber en panne.
semaine. Il est tombé en panne hier, Bradley Cox, c'était une image d'hier, où il a eu des soucis, pompe à eau notamment, et il fallait essayer de trouver une solution. Et son ami du jour, c'est Tiziano Interno, qui est venu l'aider. Alors on voit que c'est pas facile. Il lui a dit mais je veux absolument t'aider parce que j'ai une corde assez solide, donc viens, je veux pas que tu restes là. T'es le seul pilote Sherco restant en lice, donc je veux pas que t'abonnes. Mais regarde comme c'est difficile, parce que là, même là, la moto est tellement lourde, lui aussi manque de tomber. La coup que tu as quand tu fais cet accouplement, cette couplage, je sais pas comment on peut le dire. Ouais. En tout cas, c'est vrai que quand tu as la corde qui se tend, c'est hyper compliqué, ça fait un à-coup sur la bécane. Et après, ils y arrivent et on les voit après arriver à l'arrivée. Et c'est cool parce que on voit il se tape dans la main et il lui a sauvé son Dakar, tout simplement. On s'entraide, tout simplement, on s'entraide, et c'est ce qui est beau avec Bradley Cox qui donc passe de KTM à Sherco cette année. Ils ont connu un rallye difficile chez Sherco avec une chute et une blessure pour le pilote indien en rallye 2, chute également pour l'italien Santolino. Enfin voilà, c'était pas facile. Donc bravo à lui. Et puis on a appris aussi que Benjamin Mello avait aidé de ses concurrents aussi moto un peu plus tôt dans la semaine. Et on a eu une information, je l'ai lu aujourd'hui, donc voilà, c'est tout récent, de Mundo Deportivo en Espagne, qui nous dit que Carlos Sainz était à 2 doigts d'abandonner. Ah oui, c'est ça, j'ai demandé, parce que tu me parlais d'abandon, mais je n'avais pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, à l'étape 5, donc là on rembobine, on revient en arrière. Ça fait longtemps. Ça fait un petit moment. En fait, on a appris que Luca Cruz, le copilote de Carlos Sainz, a téléphoné à son camion d'assistance à 6h30 du matin, donc avant de partir justement en liaison et aller se retrouver sur le départ, parce qu'il y avait un problème d'embrayage, il fallait faire une purge rapide, et finalement, heureusement, Alberto Herrero était là pour aider, sinon on n'aurait plus eu Carlos Sainz dans ce Dakar, donc tant mieux, il nous a sauvé le Raptor, et Carlos Sainz reste bien placé au classement général. Ah bah, de toute façon, on le sait, les Raptors, ils sont là. Il y a eu GMK qui est passé sur le bivouac, mais pas que, il y a toujours des stars. Exact. Et là, c'est Mark Cavendish qui est passé aujourd'hui comme cycliste émérite. Ouais. Il est venu faire quoi, le touriste? Ouais, touriste, il a découvert un petit peu, il a fait un tour d'hélicoptère, il a découvert les notes, il a salué aussi ses petits camarades, même si il est soutenu par une autre boisson énergétique, il va quand même aller saluer donc le champion du monde W2RC de l'an passé, Luca Moraes. Il a découvert le roadbook, il connaissait pas trop non plus, parce que lui c'est un sprinter évidemment de l'île de Man. Il a notamment gagné beaucoup sur le Tour de France. Il a été également cycliste en cyclisme sur piste, hein, vous savez, en intérieur, et c'est vraiment un passionné. Il était au Grand Prix de France moto, je l'ai rencontré cette année au Mans. Donc tu vois, c'est un vrai passionné, par l'intermédiaire aussi, je pense, de son sponsor, mais c'est intéressant de le retrouver. Il vient de l'île de Man, il peut que aimer la bécane. Oui, je crois. Évidemment. Et on parle souvent de filles, de femmes qui font le Dakar, et là tu voulais parler d'un duo qui roule en T3. Alors, pour quelle raison? Alors un duo qui s'est formé, mais elles sont dans 2 buggy différents. Ah oui, c'est ça, c'est pas des... Non. C'est 2 concurrentes en fait. Exactement. Parce et que pourquoi parler d'elles? Alors pourquoi? Parce que ça a été historique aujourd'hui. On a un doublé féminin en T3 avec la victoire de Puk Classen devant Dania Akil. C'est une première dans l'histoire. 2 filles en T3 qui ont fait P1, P2? Exactement. La classe. Et c'est un Dakar assez particulier parce que mine de rien, en ce Dakar 2026, il y a une seule étape, le S1, où il n'y a pas eu une femme sur le podium. Soit Dania Akil, soit Puk Classen sont sur le podium de ce classement Challenger. C'est une première dans le Dakar. Là, ça va être fou. Et on espère même qu'il y ait une bonne surprise au niveau du classement général. On sait que dans l'histoire, en 2023, Cristina Gutiérrez avait gagné quelques étapes, une spéciale en Challenger. En 2024, elle a gagné sa catégorie et Sarah Price gagnait une spéciale en SSV. 3 victoires en SSV pour Sarah Price l'année suivante, une victoire pour Dania Akil en Challenger. Et puis cette année, je le disais, les femmes sont au rendez-vous avec Puk Classen qui s'est imposée devant Dania Akil. Franchement, ça fait trop plaisir de voir que 2 femmes arrivent à faire P1, P2. Et c'est cool, on voit que ça bouge, et si ça pouvait continuer comme ça, ce serait encore mieux. C'est bien quand ça ouvre comme ça. Ah bah là, on croise les doigts, mais on sent vraiment qu'il y a une hiérarchie qui se met en place. On commence en SSV, on va en Challenger, puis après en Ultimate, comme Cristina Gutiérrez, comme Laia Sanz également. Exactement. On a parlé de faits historiques, on va continuer là-dedans, parce qu'en fait, c'est passé quand même pas mal de choses historiques. Et là, on parle des frères Benavides, le même jour, qui ont gagné. Alors, attends, Luciano, il est en moto.
Et Kevin, il est en quoi en challenger. Ah, toujours T3. C'est pour ça que j'y arrive pas à T3. Je bloque. Il est en Je sais pas T3. pourquoi. Quand tu sais pas où ils sont en T3 généralement. Et les deux ont gagné. Et les deux ont frères. gagné. Donc hier, on l'a signalé. Et aujourd'hui, je voulais m'intéresser justement à ce fait historique parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment historique ou est-ce que c'est déjà arrivé? Ce n'est jamais arrivé que deux frères gagnent dans des catégories différentes le même jour. C'est déjà arrivé que des frères réussissent à s'illustrer dans des catégories différentes. Mais alors, le même jour, gagner, ça ne s'est jamais vu. Donc, bravo à eux. Et pour cause, Kevin et Luciano roulaient en moto tous les deux. Donc à moto, il y en a un qui gagne et l'autre qui fait deux, au mieux. Mais tu peux pas faire beaucoup mieux. Ils ont fait mieux que les frères Alatia. Parce que oui, Je savais même pas qu'il avait un frère. ils sont 3 chez les Alatia. Ouais, tout Et à qui fait. font du rallye raid. Et bien sûr. Arrête. Ouais, dans On le les a jamais Nasser parlé d'eux. Racing. J'en ai parlé l'année dernière. Ouais, vite fait. Ouais. L'étape 5, entre 58 minutes 12 et 58 minutes Ça 21. en est parlé quand même pour les je savais pas. aficionados. Et en fait, en 2021, deux des frères, donc Khalifa avait gagné en SSV, mais ce jour-là, Nasser n'avait fait que 3e de l'Ultimate. Très bien. On a parlé dans cette émission des faits importants, des belles histoires. On a parlé de Charlie Herbst qui avait la jambe cassée, en tout cas ça avait bougé ses broches, Et qui qui avait continue. continué à rouler et qui Et roule c'est encore. dingue. C'est incroyable et je sais qu'il a accès aussi à nos vidéos et si tu tombes sur ces images, bravo, GG comme on dit. Mais là tu veux nous parler encore d'une autre légende du Dakar, Oui. un motard du Poitou qui s'appelle Guillaume Cholet, numéro Exact. 65. Bah, Qu'est-ce en qu'il a fait? Du coup, ça m'a fait penser. Je me dis, Charlie Herbst est un pilote du Poitou. Ouais. Bon, on va parler d'autres pilotes qui sont originaires de la région. Et pour tout avouer, je sais que je voulais en parler à Eric Dessen parce qu'il le connaît bien. Ah, c'est pour ça. Eh ben oui, Eric, évidemment. qu'est-ce que tu en... Ah non, il Et est alors, pas venu. Ben non, Eric, peut-être qu'on lui en parlera en fin de... Voilà. Eric, un mot? Non, bon d'accord. J'espère bien que... Non, il veut pas. pas ce soir. Bon, Guillaume Cholet, en tout cas, 10e participation. C'est pour ça qu'on dit que c'est un légende, Dakar Legend. 10e participation, on l'a évoqué donc en début de semaine. Et en fait, il le dit, c'est ma thérapie du mois de janvier. À chaque fois, j'ai l'impression de repartir sur une nouvelle expérience. Ça coûte pas cher, ça, Non, thérapie. c'est Ça ça. va quoi? Attends, bouge pas. Est-ce que t'as un petit 150K là, à me lâcher? Est-ce que c'est ma thérapie du mois de janvier? Est-ce que je fais ça et m'acheter une Richard Mille? Non, alors après, il y a des fois où quand même il se dit, bon, j'ai pas envie d'y aller. Et puis, qu'est-ce qu'il préfère? C'est ce qu'il a déclaré. Il dit, bon, qu'est-ce qui vaut mieux, être au travail ou être dans les dunes? Bon, finalement, je vais choisir le Dakar. Donc, Il a des vrais problèmes, le gars. Ouais. Attends, je sais pas si ce mois de janvier je vais bosser ou si je vais faire le Dakar. Je me tâte. Du hein. coup, il a fait le Dakar. Ah Alors, on est très surpris. Il y en a qui ont des certains problèmes dans la vie, c'est pas la nôtre. Hein. Non, et donc Eric Dessen, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir son ressenti là-dessus, c'est qu'il est vraiment en soutien à ce pilote, qu'il a rencontré en fait sur une épreuve, et il dit qu'il incarne vraiment ces pilotes qui sont passionnés, qui ont vraiment envie de découvrir les choses et de faire les choses bien. C'est un gars qui vit Dakar, qui s'entraîne Dakar, qui mange Dakar toute l'année et qui fait donc partie des légendes puisqu'il a 10 participations. Et tu le sais, peut-être, il aborde un numéro 7 sur sa moto. CR7, on le connaît. Ah. Voilà. Non, c'était Évidemment. pas pour lui. Non, c'est en honneur à Eric Dessen qui avait le numéro 7 en 82. T'aurais Sa dû garder première ça au pour quand il Dakar. reviendra, Eric. Tant pis, je vous le lis comme ça. Mais Voilà. non, mais non, Eric, il a rien dit là. On aurait dû la voir en visio dans l'écran, là, pourquoi pas, non? Ouais. Eva, tu vas nous parler maintenant de Ignacio Casale et de Ah oui. Gérard Fares. On t'écoute. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme jeu de mots, et puis j'en ai pas trouvé. Non. Non, Non. on peut pas toujours Non. trouver des jeux de mots. Ignacio Casale, c'est un Chilien qui est incroyable. Je suis retombé sur lui parce que me semble-t-il que je connaissais son nom, mais là, franchement, c'est incroyable. Bah oui, mais parce que en fait, tu vas comprendre pourquoi ça te parle. Il a commencé à son premier Dakar en 2010 dans un camion avec son papa. Bon, Ok. on commence avec le camion, pourquoi pas. 2011, il fait de la moto. Il passe du camion à la moto. Tu dis, bon, c'est courageux le monsieur. 40e position finale, en plus il termine. Et puis il passe au quad ensuite. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus le quad maintenant. Et là, il C'est devient vrai. une machine à gagner. Là, le gars, Ah, mais oui, c'est 23 vrai. victoires Mais oui, de les spécial. Casale en quad, bien C'est sûr. incroyable. 23 Il n'y victoires de avait pas spécial. Alexandre 3 Giroud en Si, quad, bien c'est sûr, ça. Voilà. bien sûr. Et là c'était incroyable. Ils se sont battus d'ailleurs, Alexandre Giroud et Ignacio Casale. Et puis, en 2021-22, il se dit, pourquoi pas refaire du camion?
Donc il repart en camion. 2021-22, il termine 9e du général, à une période où quand même on a des clients. Hein. Tu as les Magic, tu as les Low Price, etc. Enfin vraiment les spécialistes du camion. Il fait une petite pause en 2025 et puis là il se dit quoi? Je vais tenter autre chose. T3, 2026. Okay. Et il espère suivre les traces de Chaleco Lopez qui lui s'est aussi imposé en Challenger et en SSV. Donc vraiment il est multitâche et en plus il est devenu... Il est quoi? Non, rien. Ah bon, j'ai pas... T'as pas la ref. J'ai pas la ref. Michel, pas la ref. Donc, il a donné naissance à 2 jumelles juste avant de partir à Yanbu. Donc, bravo, il est heureux papa. Et on félicite évidemment la maman. Et oui, évidemment. Et avant de passer à nos ambassadeurs, une dernière news. Tu vas nous parler donc, du coup de Gérard Fares. Mais je ne sais pas pourquoi. Ah non. Si. Quoi? Je sais à qui ça me faisait penser, c'était Gérard Pires, le réalisateur de Taxi. Mais je te jure que je me disais depuis tout à l'heure, ça me fait penser à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je connais, mais en fait pas du tout. Gérard Pires, effectivement, très très bon. Je ne sais pas s'il est bon motard, mais en tout cas, je ne sais pas s'il va faire le Dakar un jour. C'est pas ça, donc je ne sais pas de quoi il va parler. Il a fait des bons films, mais bon, après, voilà. Non, concurrent emblématique, 19e participation pour lui. Il a découvert le Dakar à moto en 2006. Il a terminé 3e en 2017 pour son meilleur résultat. Ensuite, il est passé en SSV, 2e en 2019 quand même, 2e en 2022. Ouais. Et puis, il n'avait pas roulé en 2025 et il se dit, peut-être essayer quand même de revenir en 2026. Et donc, il est avec l'équipe familiale qu'on voit, Pedrega Team. Et en fait, c'est un pilote qu'on apprécie et qui est apprécié dans le bivouac parce qu'il a un sens du sacrifice, un esprit d'équipe. Il aide les autres dès qu'il en a l'occasion. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure avec la solidarité. Et il a une agence de représentation de copilotes dans la vie. Il représente les copilotes et il donne des conférences sur la motivation, etc. Donc, vraiment, je voulais en parler parce que c'est un sacré personnage. Je vois ça. Voilà. On va enchaîner avec... très bon réalisateur de films. Donc. Non, ouais. Nos ambassadeurs BF Goodrich, je vous l'ai dit tout à l'heure, Sébastien Loeb, on va commencer par lui. Il a fait P8, il reste 6e du général. Toujours. Ça donne combien en décalage? Il a quoi, toujours 15 minutes? Ah ouais, non, plus, 17-25. Il perd, mais non, ça descend. Il perd 3 minutes aujourd'hui, ça paraît pas beaucoup, mais il y avait tellement peu d'écart. À 3 minutes de la première place, il est 8e. Rendez-vous compte, dans cette catégorie Ultimate, on est vraiment sur une préparation incroyable de tout le monde. Il a fait une toute petite erreur de navigation avec Edouard et il s'en est voulu. Edouard Boulanger, normalement. Non, mais ça peut arriver. Et il lâche quoi, 2 minutes, c'est rien du tout. Mais ils ont fait quoi? Ils ont perdu, ils ont lâché un waypoint, ils n'ont pas trouvé le... Je pense, oui, exactement. Il n'a pas expliqué exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a raté un waypoint et donc du coup ils ont tourné un petit peu, ils ont un peu jardiné entre guillemets et ils sont repartis. Pas beaucoup de temps de perdu, mais beaucoup trop si on veut jouer la victoire. Ah, c'est dommage. Ça l'amène 6e du général à 17 minutes. C'est toujours dans un mouchoir de poche, mais quand on dépasse 15 minutes, et là, il reste quoi? Il reste 4 jours, ça va commencer à sentir la grosse pression finale. Il est à 7 minutes du pilote qui le précède, Carlos Sainz. Ah ouais. Donc, bon. Là, il y a qui devant? Il y a Sainz, je vais en parler après. Oui, mais moi, j'aime bien liker les choses. En attendant de continuer avec nos ambassadeurs, on a des interviews à vous diffuser, et on en a une de Sébastien, bien évidemment. Écoute, pas mal dans l'ensemble, on a bien roulé, on a fait une belle étape. On fait une erreur de nav à la fin qui nous coûte 2-3 minutes, mais en dehors de ça, on avait un bon rythme, une bonne attaque. La voiture a bien marché, pas de crevaison non plus, donc tout s'est bien passé. Comment l'étape demain? On va déjà regarder à quoi elle ressemble demain. On sait que la 10 est très compliquée, celle d'après, donc on va voir comment on le sent demain. Mais de toute façon, vu ma situation, il va falloir essayer de rouler, de reprendre du temps à un moment donné. Ah, c'est dommage s'il a cette petite erreur à la fin, peut-être un relâchement, parce qu'il avait l'air satisfait. Ouais, ça roulait bien. Après, ce qu'il a aussi pu laisser entendre, c'est que c'était difficile de reprendre du temps, contrairement à ce que je pensais, parce que hier, j'ai annoncé qu'il pouvait y avoir des gros problèmes de navigation. Il n'y en a pas trop eu. Voilà, le seul problème, c'est 2 minutes de perdu, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme. Donc, voilà. Je le trouve très positif et pas très inquiet en interview. Non, mais parce que Sébastien, quand ça va pas, le masque, il est là. Oui, non, je suis d'accord. Et là, je le trouve assez positif. Donc peut-être qu'il s'est dit qu'en voyant ce qu'il reste à faire comme étape, il dit que ça peut revenir. Demain, il y a l'étape marathon, première partie marathon refuge. Donc, clairement. Je pense que marathon ça peut se jouer là. Le Dakar se joue demain après-demain. En fait, voilà, c'est ça. Celui qui va attaquer la première spéciale va être en difficulté la deuxième et inversement. Donc, on a vu que la Tegane, dans la première semaine, avait fait justement la bonne stratégie. Est-ce qu'il y aura un autre pilote? Peut-être Sébastien Loeb. C'est beaucoup de sable, le marathon? Non, pas tant que ça. Il y en a un petit peu. Mais c'est difficile de savoir si on va pouvoir faire des écarts ou pas. Là, en tout cas, on a l'impression vraiment que dans ce Dakar,
c'est ultra resserré. Et si on gagne du temps sur l'un, on va en perdre sur l'autre. Et ils sont tellement nombreux, il y a une densité incroyable de pilotes, c'est dur. Mais bon, je n'ai pas envie de dire qu'il est résigné, mais j'ai un peu peur de ça quand même pour Sébastien. En tout cas, restez avec nous demain, Ah oui. même heure, Il est même encore là. endroit. Parce que du coup, ça va être le marathon qui va vraiment. Demain, les cartes vont commencer à être battues. Exact. Et je pense qu'on va savoir à quoi s'attendre. En tout cas, à la fin du marathon, ce sera le sprint final. Donc, Ah bah oui. on espère que ça marchera pour Sébastien. J'allais parler de Xavier maintenant, notre deuxième ambassadeur de BF, qui lui roule en SSV. Et on vous rappelle, il avait gagné il y a 2 ans. Là, l'année dernière, il avait un abandon. Et cette année, il était P2, puis maintenant P3. Il est sorti malheureusement du podium. Qu'est-ce qui s'est passé, on sait? Une spéciale galère, tout simplement. Alors au début, je me suis dit qu'il y avait des petits problèmes peut-être techniques. Pas du tout, que nenni. On a vu Bruno Sabi tout à l'heure. Ouais. Bah, en fait, ils se sont percutés. Bah oui, parce que il y a eu une incompréhension. Mais c'est pour ça qu'a diffusé l'extrait avec Bruno Sabi. Mais c'est-à-dire que je suis tombé un peu par hasard dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait du temps de perdu pour Xavier, et puis je construis quand même un petit peu l'émission, et je me dis, bon, je vais parler de Bruno Sabi, parce qu'en plus je l'avais présenté, enfin il n'y a pas besoin de le présenter, mais hier on en avait parlé, il est de retour sur le Dakar, et là, incompréhension, ils n'ont pas du tout voulu se télescoper, mais ça a fait partir en tonneau le Polaris, donc Xavier a perdu beaucoup de temps. Mais c'est énorme cette news, je le découvre avec toi. J'espère que je sers à quelque chose quand même, mesdames et messieurs. Il était deuxième à 20 minutes du leader encore il y a quelques jours à l'issue de la première semaine. Et puis en fait, on va redérouler un petit peu ce qui s'est passé pour lui. C'est compliqué avec Martin Bonnet dans le sens où il y a eu une alerte et ça on n'était pas au courant. Ouais. Et ils nous l'ont bien caché. Alerte à l'arrivée à Riyad à la journée de repos, il a dû être tracté. Il avait plus de moteur. Donc pendant la journée de repos, l'équipe Love Media Motorsport, ils ne se sont pas tournés les pouces. Ils ont cherché une solution pour ne pas remplacer le moteur, parce que sinon c'était 20 heures de pénalité, c'était terminé. Donc ils ont réparé. Et puis hier, pourquoi il y a eu 2 roues motrices? Est-ce qu'il a eu un problème? Il n'était pas en 4 roues motrices. Parce que justement, c'est les suites de ce qui s'est passé la journée de repos. Et là, aujourd'hui, accrochage avec Bruno Sabi, il perd 40 minutes. Il y a quand même un système de sentinelle, donc c'est un bip qui sonne dans la voiture quand quelqu'un arrive. Et c'est pour... il y a des dunes. Ils sont après une dune, après une crête. Bruno Sabi cherchait peut-être son chemin et... Xavier arrive. Question bête, mais on n'a pas d'image de ça. Non, malheureusement. En tout cas, on a des images de l'interview de Xavier qui peut-être va nous aiguiller. On va découvrir ça avec vous. Ouais, le Dakar est dur avec nous là depuis 2 jours. On a eu un petit pépin au début et puis il y a un mec, Bruno Sabi, un ancien vainqueur du Dakar, qui, je sais pas ce qu'il a fait. On était en train de le doubler, sentinelle. On a un bouton pour se dépasser les uns les autres. Et d'un coup, il a pilé, tourné devant nous et on n'a pas pu l'éviter. Donc accident, tonneau, se faire remettre sur les roues et tout, pas facile. Et puis surtout, ça a des conséquences. Donc on a traîné notre boss pour pouvoir ramener la voiture. On lâche pas, parce qu'il y a tout qui nous... Là, en ce moment, c'est chaud. Autant les mécanos que nous, mais voilà, on fait preuve de résilience et on avance. Et puis, on va espérer mettre les 2 Polaris sur le podium. Je l'avais senti là qu'ils étaient après venir de Sentinelle, mais c'est fou, une erreur comme ça, tu te dis, c'est improbable. Quand tu as un pilote qui ne connaît pas, on parle de Bruno Sabi quand même. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Mais quand même, 2007, il a gagné en 93, mais là c'est un projet qui lui tient à cœur avec Benjamin Boulou. C'est difficile aussi. Je ne comprends pas comment ça peut arriver. Avec Bruno Sabi et Xavier Soultret, c'était des légendes pareilles, je ne comprends pas comment ça peut arriver. Et Xavier n'a pas voulu liquer tout de suite le nom, puis il s'est dit, bon, allez, c'est un mec, c'est Bruno Sabi. Non, mais ça l'embête. Je pense que ça l'embête vraiment parce que Bruno est embêté autant que Xavier. Oui. Et oui, ok, il y a le Sentinelle, mais si tu cherches ton waypoint et que tu es en train de discuter tout simplement avec ton copilote, qu'est-ce que tu fais? Tu étais en train de tourner, bam, et voilà. Ouais, non, mais ça c'est vite arrivé. Et puis on a tous Jean-Michel Débrief, évidemment, à dire pourquoi il a fait ça. Et que sur le moment, c'est une seconde de. Mais là. Oui, une seconde de lâcher, donc c'est important. Mais là, ce qu'on voit, c'est surtout que Bruno Sabi est resté en carafe parce que sa suspension était cassée. En plus, il est resté. Heureusement pour Xavier, dans son malheur, il y a encore le podium jouable. Ouais, mais comment il est là? Là, il est 4e, à 1h25. Oh là là. Et le 3e, il est combien? Il est à 47 minutes. Ça va être chaud encore, chercher une demi-heure là. Il vient d'en perdre 40 aujourd'hui. Donc là, c'est compliqué. Voilà. Bon, mais Xavier, on lâche pas et on tient Martin aussi. Ouais, voilà. Mais je suis déçu parce que vraiment, je l'ai appris. Je l'ai vu quand tu m'as présenté le conducteur. Tu m'as dit il sort du top 3 général. J'ai pas voulu te demander. Non. Je voulais vraiment savoir, les découvrir avec vous. Je suis déçu parce que moi aussi. Ce qui m'embête, c'est que ça vienne aussi de l'accrochage de ces 2 légendes. Je sais. C'est une erreur d'inattention qui amène à ça et c'est très dommage.
C'est vite fait, hein, franchement. Très vite fait. Et il ne faut pas oublier aussi que finalement, on a eu peu de dunes dans ce Dakar. Donc, au final, il faut aussi reprendre peut-être ses habitudes. Voilà, il y a des explications potentielles, mais enfin là, c'est arrivé. Hein. De toute façon, il y avait un concours de circonstances. On parle de légende, on parle d'ambassadeur. Dis-moi que tu as une bonne nouvelle de Christian Lavieille. Eh ben, il a fini deuxième. c'est bien. J'ai l'impression que je me répète tous les jours. Il a fini à 12 minutes, Très comme hier, comme avant-hier. Non, mais c'est important pour Christian et pour Valentin de continuer finalement de suivre leur rythme. Ils savent qu'à la régulière, il n'y a aucune possibilité de battre Simon Wietse qui vient de faire encore un super numéro et qui a gagné une nouvelle étape de ce Dakar en 2 roues motrices, qui a encore été aux portes du top 20. Enfin, c'est vraiment un phénomène, Simon. Donc voilà, pour Christian et Valentin, ça se passe bien, Dakar solide, et on va dérouler jusqu'à l'arrivée. Ouais, mais on espère que ça tiendra parce qu'il le mérite, Christian. Et une victoire ou une P2 dans sa catégorie, franchement, ça ferait du bien pour tout le monde. Bien. Ouais. Et là, aujourd'hui, quand même, triplé de l'équipe de Christian et de Simon, MD Sport Auto, Rallye Sport, pardon, avec François Cousin, qui termine 3e. Donc là, pour l'instant, on va dire que statu quo en tête, 12 minutes de perdu en plus pour Christian. Il y a 1h24 d'écart. Ils ont bien bossé hein, entre l'année dernière et maintenant, les MD. Là, on sent qu'ils sont vraiment fiables, ça marche fort. On va voir un petit peu ce qu'a nous raconté Christian après son arrivée du jour. Ouais, une belle, on va dire, en paysage, on n'a pas eu trop de temps à regarder, un peu plus Valentin que moi. C'était vraiment une belle étape, très variée. De la dune, des wets sablonneux magnifiques, on passait dans des beaux canyons, un peu d'empierré, il y avait vraiment un mix de tout. On a roulé seul quasiment, on a roulé seul toute la journée presque. Un concurrent nous a doublé dans les dunes et après on s'est retrouvé seul. On manque de vitesse, on manque de, je sais pas, depuis hier, je trouve que sur du rapide comme ça, on s'est un petit peu démonté, c'est le mot. Mais bon, demain, le terrain va changer, ça va peut-être plus nous correspondre, je ne sais pas, mais depuis ce qu'on a dit avec Simon, pourtant on ne me lit pas, il a fait une super navigation, on n'a pas fait de demi-tour, mais ce n'est pas le résultat espéré depuis 2 jours. Et on fait vraiment la même place depuis 2 jours en plus. Donc on verra demain. La voiture est intacte pour attaquer l'étape marathon. On n'a pas fait de crevaison non plus, il y avait quelques pierres aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont crevé ou pas. Mais voilà, bon, maintenant on va se reposer, les mécaniciens ils vont bosser, ils vont réviser la voiture, checker tout ce qui est boîte, embrayage et tout pour attaquer nos 2 grosses journées qui s'annoncent costaudes sur tous les l'étape 10 apparemment. Voilà, donc on se verra peut-être pas demain, mais bon, après-demain soir pour débriefer de cette étape marathon. Salut! Eh ben, salut Christian, on espère que ça va continuer comme ça et qu'il va performer. En tout cas, ça fait plaisir. Moi j'aime bien parce que bon, il y avait des beaux paysages, bon j'ai pas eu le temps de regarder. Bah oui, tu m'étonnes Christian, mais c'est top. Donc on a des infos grâce à Christian, le S10, attention, 2e journée de l'étape marathon. C'est Tanguy qui nous disait hier, j'ai envie de voir des beaux paysages, mais Tanguy, tu les verras pas les paysages, tu vas être le nez sur ton Viens cap. avec nous. Tu vas avoir le cap 216 pendant 3 km, c'est tout ce que tu verras, à la limite le roadbook du copilote, tout ce que tu verras. Faut qu'on essaie de trouver une caméra embarquée là, il y a moyen d'en avoir. Je voudrais vous montrer aussi dans les dunes ou dans les passages un peu difficiles. Franchement, ça peut être assez redondant ou monotone, entre guillemets, sauf qu'il y a toujours un piège. Donc, il ne faut vraiment jamais lâcher sa concentration. J'aimerais bien, là, d'ici la fin de ce Dakar. Tu sais quoi, on va essayer d'en trouver une avec Vincent pour demain, déjà, de l'embarquer et puis avoir des roadbooks. On les décrira et on les décryptera sur l'émission de clôture qu'on fera après le Dakar. Mais on va essayer de vous avoir de l'embarquer et puis de montrer un petit peu les roadbooks qui sont. C'est vrai que c'est loin d'être évident. On a fait le tour des ambassadeurs, il est temps de passer aux choses sérieuses avec l'Ultimate. Ah, tu m'as dit que l'Afrique du Sud avait brillé. Ça y est. Il y a combien de pilotes qui viennent de ce pays-là? Ah, il y en a beaucoup. Attends, t'as Giniel de Villiers qui a ouvert. Donc arrête. Non, mais bon, mais il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie. Depuis 2003, il était sans discontinuer au Dakar. Maintenant, tu as Engla Tegan, tu as Saoud Variava, tu as Brian Barguana. Tu as, là je te dis de tête parce Personne que... connaît. Hein. Non mais... Il n'y a que toi là. Dites-nous sur le chat si quelqu'un connaît. Mais... Avec la Tegan quand même, il fait 2 l'année dernière. La Tegan, d'accord. Bon, et il va peut-être gagner cette année. Donc Attention. P1 Quoi, P1? Variawa. Oui, qui a gagné l'année dernière une étape. Il avait marqué l'histoire parce que c'était le pilote le plus jeune à s'imposer dans une étape. Et ben là, on a un doublé de l'Afrique du Sud. La Rainbow Nation, comme on dit, a signé aujourd'hui le 4e doublé de son histoire en auto. Beau. Ils ont tous été décrochés en Arabie Saoudite. Donc Giniel de Villiers, Brian Barguana, c'était en 2021. En 2022, Giniel de Villiers et Engla Tegan. Déjà à Wadi Al Dawazir, donc c'est peut-être une terre fertile pour l'Arabie Saoudite et surtout l'Afrique du Sud. La Tegan devant Guy Bottril,
qui est toujours là d'ailleurs cette année. Et l'année dernière, c'était ça. Et cette année, Saud Varyawa, qui s'impose. Et devant Lategan, c'est ça? Exactement. Et pour 3 secondes. 3 secondes. C'est rien. Mais il y avait 900 bornes. Eh ben oui, mais je vais t'expliquer après. On va peut-être l'écouter d'abord. J'imagine qu'on a une petite interview. On a l'interview et on va regarder ça du pilote qui a fait la première position, Saud Varyawa. C'est parti. Yeah, we started at the back. Having a lot of trucks in front of us helped us, but it also hampered our time at the same time where we had a lot of dust. But on the bright side, it was slower competitors and we managed to push through, get past them quite easily. But yeah, we overtook I think like 7 or 8 cars, so the dust hampered us a little bit. I think we would have been quite a lot faster. But yeah, nonetheless, we still got the stage win by 3 seconds. It's my second stage win, and both of my stage wins have been going into a marathon. So I don't know how it's going to be opening up tomorrow. We'll see how it goes. But yeah, thanks to the team and thank you to my co-driver. We all did an amazing job today. Ah, il est content, mais il a raison. Hein. Ah bah demain, il faudra ouvrir, donc là, ça va pas être facile. Alors, je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui pour lui, parce qu'il partait assez loin. Il est parti 53 minutes après Mathias Ekström. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il avait quand même des traces, tant mieux. Ouais. Mais il avait aussi de la poussière. Donc, il était au-delà du top 10 au premier pointage. Et puis, il est 6e au kilomètre 267, 3e au kilomètre 414, 2e au kilomètre 448. Et dans un finish incroyable, il prend la première place à Enklategan. Donc, il a fait une remontée, mais incroyable. La remontada de Varyawa. Ah, mais c'est impressionnant. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir. Jamais on l'a vu passer son nom là, depuis le début Cette année, mais l'année dernière, il avait marqué l'histoire. Donc, attention, il nous avait fait comme Edgar Canet à moto. Ouais. Il était rapide et il est jeune. Et en plus, il est bien accompagné. Bien accompagné. Et, du coup, c'est un copilote français, c'est lui. Ouais. C'est lui qui est. François Cazalet, tout à fait. Ah, mais du coup, on a l'interview. Mais évidemment. Et j'espère qu'il va parler français. Ah bah oui. Ah, bah c'est parti. Alors on est parti avec l'objectif ce matin d'essayer de gagner ce spécial. Hier on a eu une journée noire, on a cassé une suspension 30 km avant la fin et on a mis beaucoup de temps avec les dommages qui avaient été faits à pouvoir réparer la voiture. Donc ce matin on est parti le couteau entre les dents et on a dit aujourd'hui pourquoi pas concrétiser et récompenser l'équipe qui a travaillé jusqu'à 3h30 du matin pour nous remonter une voiture. Donc voilà, objectif atteint, satisfaction. De notre côté, les espoirs de figurer aux avant-postes se sont éloignés il y a un peu longtemps. Donc il n'y a rien à calculer et on avait juste envie de se lâcher, se faire plaisir. Ah bah écoute, du coup, cette victoire me fait bien plaisir. C'est bien. Hein. Maintenant que je sais qu'il y a un copilote français dans l'équipage. Ah bah évidemment, bien sûr, François Cazalet qui est là. Et puis c'est top de les retrouver et de mettre en valeur des gens qu'on n'écoute pas beaucoup. Et ça, on est content de pouvoir vous la proposer parce que cette interview-là, vous la trouvez nulle part ailleurs. Parce qu'on a nos équipes, pour de vrai, qui sont sur le bivouac chaque jour pour vous donner ces interviews qu'on a en exclu dans RS, grâce à BF. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire si ça vous fait plaisir. Dites-le nous dans le chat ou même en commentaire sur YouTube. Hein, on le sait que vous nous regardez sur YouTube en replay. J'ai un œil sur vous. Mais venez en direct, on aime bien aussi discuter avec vous. On continue, on a parlé d'Enklategan, le top 3 le plus serré de cette édition 2026. Pourquoi c'est quoi? C'est genre en 10 secondes? À 10 secondes, exactement, un peu plus. Allez, 29. Allez, je t'en rajoute 19. 30 secondes pour un P3. Attends, le troisième, surtout, c'est Mathias Ekström qui était ouvreur. Donc normalement, il aurait dû perdre énormément de temps parce qu'en étant ouvreur. Que 30 secondes. Et il a vraiment bien performé. Son copilote Émile également a bien été au rendez-vous. Et c'était vraiment une très très belle étape spéciale pour Mathias Ekström. Et si c'était son année, pourquoi pas? Il n'a jamais été en tête du Dakar, jamais dans sa carrière. Il a souvent été proche, mais jamais en tête. Donc là, il est peut-être parti pour nous faire une remontée au dernier moment et prendre la première place. On ne sait pas. En tout cas, c'est très ouvert. Vous avez vu, il y a beaucoup de favoris et on n'a pas encore idée de qui pourrait s'imposer dans ce Dakar. Moi, j'aimerais bien... Alors, dites-moi si vous pensez comme moi sur le chat. Si Sébastien Loeb n'arrive pas à faire la victoire, bon, si Nasser Al-Attiyah gagne, bon, ça fait plaisir. C'est l'histoire. Bon. Oui, mais bon. Moi, j'aimerais bien que ce soit une Ford qui gagne parce qu'un constructeur qui met vraiment, c'est même plus les bouchées doubles, c'est triple pour revenir dans le Dakar comme ils le font, ce serait bien que ce soit récompensé, que les Volkswagen reviennent. On se rappelle tous des Touareg à l'ancienne, des Mitsubishi. Toyota, il lâche pas l'affaire parce que les Hilux, ils sont nouveaux. Hein. Non, mais il n'y a que ça. Alors, comment ça, il n'y a que ça? Moteur changé, châssis inédit, ils mettent les bouchées doubles. Mais Toyota, ils sont toujours là, c'est ça que je veux te dire. Ah oui, d'accord. Mais de retour d'autres constructeurs, comme peut le faire Defender en stock, c'est vrai. Ce serait mérité que Ford soit récompensé, en tout cas un beau podium. Oui, pourquoi pas. Si Loeb ne gagne pas. Voilà. Oui, voilà, parce que Dacia, quand même, arrive aussi et met les bouchées doubles également. Exactement. Bon. On continue. Tu voulais me parler de Nasser.
De Nasser, exactement, qui a fini 5e à 1 minute 14. C'est 1 minute 14, 5e. C'est Vous rien. vous rendez compte de ce que c'est cette année? C'est ouf. C'est fou parce qu'entre-temps, tu as Quintero qui a 37 secondes, donc c'est vraiment rien. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment ultra serré cette année. Et donc, Nasser Al-Attiyah, il perd une 14 et il est pas loin de perdre la première place du général. Donc ça se joue à vraiment pas grand-chose. Il devance Carlos Sainz, donc on a vraiment tous les favoris qui sont là. Carlos Sainz a une 16. Il a toujours pas de victoire d'étape depuis 2023. Qui? Carlos Sainz. Sérieux? Je suis tombé sur cette 2023? stat, j'ai pas compris. Il a gagné le Dakar en 2024 et c'est vrai que je me souviens qu'il n'avait gagné aucune étape. Mais je m'en suis rappelé parce que justement aujourd'hui, je me suis dit, mais J'avais il aucun gagne souvenir pas. de ça. Ben oui, donc il a gagné 2024 sans gagner d'étape, donc on peut. Et donc la victoire pour lui revient pour le S1. Donc la première spéciale de l'édition 2023, ça fait un moment. Et oui, ça fait un moment. Aussi, ce qui fait un moment, c'est on en a parlé beaucoup au début de ce fameux duo avec Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel. Je rappelle, on va pas refaire son historique, mais qui a subi un accident et qui a été amputé. Et Ils sont encore là. Et qui ont fait des très très belles perfs en début de Dakar. Ils sont encore là et ils ont fini 7e, c'est ça? Ouais, aujourd'hui ça aurait pu le faire, franchement, 7e à 2 minutes simplement. Ah, c'est que dalle. C'est rien du tout, donc on y croit, ils veulent faire des coups d'éclat, et pourquoi pas avec ce mini X-Red, ça serait pas mal de les retrouver. Alors évidemment pour le général ça ne fonctionne pas, Non. mais on sont parle très de loin, coups du coup. d'éclat et de victoire de spécial, pourquoi pas. On espère, c'est vrai que ce serait cool. Et alors, ces beau, images hein. qu'on a là, à l'hélicoptère, c'est improbable. Et là, on a l'impression qu'ils n'avancent pas. Dites-vous, ils sont à 170 là. C'est clair. Et il peut y avoir des petites bosses, des difficultés qui peuvent arriver comme ça sans vraiment crier gare. Le travail des suspensions, regardez ça, comment ça avale les microbosses. En fait, ils ne bougent pas dans la voiture, ça ne bouge pas. Hein. J'adorerais tester une voiture avec des énormes débattements comme ça. Tu sais, Ah comme bah les oui. Ford Raptor. Allez, on ou y ce va, genre de moi aussi trucs-là. je veux bien. Allez. Non, mais sans parler de ça, tu vois, tester, tu vois. Ah oui Oui, Moi aussi. effectivement, sur place. Non, mais on y va à Château-Lastour, moi je m'en fiche. Ah oui. Bah oui. Non, mais ça doit être une sensation bizarre d'avoir un truc qui absorbe les chocs comme ça. Des voitures, j'en ai roulé, mais pas un truc qui est comme ça. Ça doit être spécial. Ouais, En attendant, on a une interview de Mathieu Baumel, a priori, et j'espère que c'est bien lui, que c'est pas Guillaume de Mévius. Enfin, ça ferait plaisir aussi. Mais il me semble que c'est marqué à Mathieu. On va voir qui va nous parler. Aujourd'hui, il y avait plusieurs enjeux. Ça dépend pour qui tu parles. Si c'est pour nous, c'était de revenir dans le groupe de tête parce qu'avec tous les ennuis mécaniques qu'on a eus, on était un peu derrière dans la poussière et on a eu du mal, avec des ennuis qui se sont répétés les jours suivants, à revenir dans ce groupe de tête. Donc il fallait absolument que nous, on soit dans les 10 premiers aujourd'hui pour avoir ces 3 minutes et c'était important. Chose faite puisqu'on est 6e à 1 minute 57 de la tête. Donc très belle journée pour nous. La navigation sur cette spéciale la plus longue du rallye, c'est vrai qu'elle n'était pas facile. Après, nous, on était quand même un peu derrière, on avait quelques traces, mais j'ai vu qu'à quelques endroits, ça a un peu tourné. Franchement, pour nous, ça s'est très bien passé. Donc avec Guillaume, on fait une très belle journée aujourd'hui. Et première journée où je ne sors pas de la voiture, donc ça fait plaisir aussi. Il a le sourire, hein, Mathieu. C'est top. Hein. Et t'as vu, il était à 1,57. Eh ben non, il était à 2 minutes parce que Saoud Variala, il a surpris tout le monde. Donc voilà, et à ce moment-là, on ne savait pas que le Sud-Africain allait arriver. Mais c'est top et c'est super intéressant ce qu'il nous dit. C'est pour ça qu'on aime bien avoir ces insides, parce que c'est aussi de la stratégie pour essayer ne serait-ce que de se replacer dans le bon groupe pour éviter d'être gêné par la poussière. Et juste derrière eux, c'était du coup Sébastien Loeb qui était 8e à 3 minutes. Et genre 1 minute derrière, c'est que dalle. Hein. Bah ouais, donc le top 10, ils sont en quoi? En 3 minutes? Ils sont en 3 minutes 40, je crois, Incroyable. le top 10. Et en 11e place, on a Mathieu Serradori qui est juste là, 4 minutes 11 de lâcher. Donc voilà, Mathieu reste concentré avec Loïc Minaudier. C'est pas un ordre, c'est qu'il reste concentré. Exactement. J'ai envie qu'il reste concentré aussi, mais voilà. On va regarder ce classement général. Plus serré que jamais, tu me disais, les 5 pilotes en 10 minutes, on va regarder ça ensemble. Il y a quand même beaucoup de légendes dans le top 14, donc voilà, il va laisser le petit macaron jaune. Pour ceux qui découvrent l'émission, ça veut dire légende. Et il y en a beaucoup. Ah, c'est clair, ils ont fait plus de 10 participations. C'est simple, quand je dis que c'est un classement le plus serré de l'histoire, je mens pas. Enfin, de l'histoire. C'est un classement qui n'a jamais été aussi serré au 21e siècle. C'est-à-dire que depuis le 21e siècle, on n'a jamais eu, après tant d'étapes,
un classement si serré. C'est énorme et c'est si peu. 17 minutes entre les 6 premiers, c'est rien. 4 minutes entre Nasser Al-Attiyah et Mathias Ekström, 6 minutes avec Henk Lategan, 9 minutes avec Nani Roma. Peut-être que Eric avait quelque chose Eric à avait dire. quelque chose à dire. Ouais. Mais incroyable et ça le laisse bouche bée carrément hein, cette stat. Non mais c'est fou. Mais tu vois, et on retrouve pas le champion W2RC. Tu sais, je me dis, je sais plus quand c'était ce Dakar-là, mais c'était il y a quelques années. J'en parlais hier, où dès la première étape après le prologue, la première ou la deuxième, ils avaient fait une étape qui était tellement difficile que genre en moto, dites-le sur le chat si vous vous rappelez, parce que Ça fait 2 ans, je non, dirais, c'est non plus vieux que ça. Ah. L'étape était tellement vénère, parce qu'on les présentait pas, donc c'était vraiment avant. Eh ben mais il y a 2 ans, on ne présentait pas. Non, mais c'était vraiment avant. Ah, d'accord. Et ils avaient perdu, je crois, un tiers des motards, Ouais. tellement c'était violentissime. On se dit, là, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Je vous rappelle qu'il y a comme une étape marathon, donc en 2 jours sans assistance qui nous arrive demain. Il peut se passer des dingueries. 15 minutes avec le top 15 qui sera dedans. Ouais. Il peut se passer des choses. On peut encore espérer avoir Mais Sébastien évidemment. qui revienne. Non, Mais mais ça, vraiment. c'est tout à fait possible. Mais tout peut se passer. Et je voulais parler de Lucas Moraes en disant qu'il n'était pas dans ce fameux top 6, justement, le champion W2RC. C'est le gars qui a gagné le championnat du monde l'année dernière. Donc Moraes, c'est pas un amateur non plus. Il est passé de chez Toyota à Dacia, donc il faut qu'il s'adapte, évidemment. Lui, il fait le yo-yo dans ce Dakar. C'est incroyable. Dans l'étape 3, il était 4e. Dans l'étape 4, il est 22e. Dans l'étape 5, il est 5e. Dans l'étape 6, il est 16e. Dans l'étape 7, il est 5e. Dans l'étape 8, t'a perdu, il est laisse tomber. 16e. En fait, il fait une étape sur 2. Mais c'est vrai, parce que il fait un vrai yo-yo. ce qui veut dire que la position sur la piste est tellement importante. C'est-à-dire que ça joue tellement à pas grand-chose que même un champion du monde est en galère. Ouais, C'est ce vrai. que je voulais souligner. Quoi. Non, mais tu as Voilà. parfaitement raison. Mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah mince, bon ben d'accord. Ouais, ça va pas m'aider, ça. Non, eh ben oui, Lucas Moraes, pilote brésilien, tout ça. Non, je Ah. savais. C'est que, et on le sait, c'est comme au Tour de France, et le Dakar tous les ans, la dernière étape, elle sert à rien. Non, si elle va servir, soyez là. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que, tu vois, à l'époque, quand c'était en Afrique, le Tour du Lac Rose, c'était une balade. Oui, c'est vrai. La dernière étape, on sait tous que c'est joué le vendredi. Là, vu comme c'est, ça peut être encore un sprint jusqu'au dernier Complètement. moment. Mais tu sais que c'est un petit peu comme, c'est le même organisateur, ça tombe bien, mais comme le Tour de C'est France. vrai. Je veux dire, le Tour de France, maintenant, la dernière étape, elle n'est pas si joyeuse qu'avant, j'allais dire, avec la petite coupe de champagne, etc. C'est tellement Ouais. serré que ça dépend des années, évidemment. Si Tadej Pogacar domine tout, c'est plus facile de prendre le champagne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut vraiment aller jusqu'au bout du bout du bout. Et on pense que ça peut se jouer à quelques secondes, ce Dakar 2026. Ce serait exceptionnel et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir, je pense, une des meilleures éditions pour nous en tant que spectateurs, mais compliqué pour les pilotes. Oui. Il ne faut rien lâcher. En fait, c'est toujours aussi ce que j'expliquais, le côté risque-prix et le côté pénalité qu'on peut avoir. Alors, je voulais quand même peut-être, avant de passer aux autres spéciales, j'aime bien ce soir, on est motivé, il y a peut-être une explication aussi qui a été donnée par Henk Lategan, c'est que selon lui, en fait, on arrive tellement à un développement de toutes ces autos qui est très poussé. On arrive à tous ces pilotes qui connaissent bien maintenant les étapes en Arabie Saoudite que tout ça se resserre. C'est lui qui, avant le Dakar, disait que ça serait un des Dakars les plus serrés Mais de Castéra l'histoire. l'avait dit aussi. Il l'avait dit au début. Vincent, on essaiera de la Ouais. récupérer, cette asset-là, parce que je l'ai vu. Castéra qui disait que le Dakar était très ouvert cette année. Je ne sais pas par quel tour de magie il l'a piffé, ou c'est tellement il est performant, cet organisateur, Ah, mais ce directeur du il Dakar. connaît bien maintenant le. Il le savait d'avance. Non mais Ah c'est ouais. fou de se rendre compte à ce point-là que ce qu'il allait faire, où on gueulait tous très montagneux dès le début, mais en fait ça porte ses fruits aujourd'hui. Mais parce que je pense qu'il a voulu ajouter de la diversité et pas mettre que des dunes non plus, pas mettre que du cassant évidemment, mais sur du cassant, il voulait aussi peut-être rappeler aux pilotes qu'il fallait pas mettre tout, pied au plancher ou plein gaz tout le temps. Donc voilà, c'est intéressant. Exactement. Et ben du coup on a le chat toujours au taquet, toujours Ah oui. merci Dark Evan. Et il me confirme que c'était 2012 l'année où je pensais, 2012. où les motos avaient c'est surchauffé à 2022. cause du sable mou. Ok. Et c'était ça qui avait causé énormément d'abandon. Et toujours tous les malmotos, ils avaient tous pété. C'était une catastrophe, Ah vraiment. ouais. Je me rappelle, c'était une vendetta sur le bivouac. Mais ouais, t'imagines, tu fais ton truc, deuxième étape, c'est un Eh mur. ben alors, voilà. Bref. C'est non. le jeu. Monter impossible. Loïc Minaudier, il Ouais. n'y a pas de problème. Ouais, on verra ça. En attendant, on va parler des stocks et avec Oui. le retour, en tout cas, comment est-ce que donne Stéphane Peterhansel? Est-ce que ça se maintient? Non.
Oh non. Ah bah non, bah, tu me demandes, moi je te réponds. Il a fait quoi? Il a eu un problème mécanique. Hein? Il a arrêté? Bah, il a pris 24 heures de pénalité. Oula! Donc autant dire que son Dakar est terminé, pour bien performer en tout cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Problème de courroie d'alternateur dans cette étape, donc il a fait ce qu'il pouvait, mais bah, il n'y a pas de miracle. Hein, donc il a demandé à contacter son assistance course et bah, ils ont peut-être été maintenant sauvés, mais ils ont perdu beaucoup de temps. Donc c'est Bassouska qui s'empare de la victoire d'étape. C'est la 3e victoire d'étape pour lui, comme Sarah Price, comme Non, mais Stéphane laisse Peterhansel. tomber, ça m'intéresse plus. Donc comment ça Ça ne m'intéresse plus. Non. Bassouska peut rentrer dans l'histoire, monsieur. Ah non, mais il y a Peter, il est plus là. Bah, on a une interview de lui vite fait. Hein. Ah bah, Peter, ouais. faut cacher ma peine là. Courroie d'alternateur qui a cassé. C'est-à-dire que ça recharge plus la batterie et on peut pas continuer sans alternateur. Et puis comme on est dans la catégorie voiture de production, c'est assez difficile d'accès en fait. J'ai Ah plus oui. envie de parler. Non, si. Alors, il a appelé son camion d'assistance. Camion d'assistance numéro 630 du Thibaut Team. Ouais. Eh ben, je crois qu'on a une image de camion d'assistance, il me semble, non? Ah, je sais pas, moi je l'ai pas sur mon conducteur. Hein. Bon, On l'a pas eh sur ben- StreamVF, je suis pas en PLS. Eh donc, ben, je vous le dis, ils se Si sont bloqués. Non, je sais pas si. Ils se sont bloqués dans les dunes. Quoi? Un camion qui a été bloqué dans les dunes. Donc ils ont mis un petit peu plus Ah de ouais. temps à arriver pour sauver Stéphane Peterhansel. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc voilà, un camion peut Mais se bloquer normalement- dans les dunes. Ah, normalement, sa courroie avec un malabar au Dakar, ils arrivent à Eh oui, faire. mais il l'avait pas, le problème, c'est que c'est ça. Non, mais Et il en a marre. je suis très déçu. Et il n'y avait pas de malabar. Ah bah, je vous le dise. bon, Stéphane, je suis avec toi. On est Quand il est ensemble. dans le chat? Ah non. Non, il est pas là, mais. Mais vous le savez, hein, c'est un des pilotes que je. Non, mais attends, il va j'idolâtre le continuer. plus. Mais il oui, va mais bon, continuer. Mais j'aurais il sera aimé, plus, voilà. j'aurais aimé que pour le début en stock, ça passe bien. Bah, il ne fera pas de podium. Par contre, enfin, il ne fera pas de podium. Peut-être s'il y a des abandons devant. Mais a C'est priori. loin, arrête. Non, mais il est très loin. Il est trop c'est loin. terminé. Mais s'il y a un abandon devant, ce que l'on ne souhaite pas. Mais on parle pas d'un abandon là. Ah si. Ah, s'il y a un abandon devant, ça le remettrait 3e, puisqu'il est 4. Ouais. Il est à 24 heures, je sais pas combien, prix de la pénalité. Mais il y a un Français qui est sur le podium quand même, et je veux le souligner. Oui. Ronald Basso sur la Toyota de chez Autobody. Je sais. Bon, bah voilà, Mais- quand même. Mais c'est Stéphane, mon Je idole. doute bien que. J'ai acheté ses affaires, j'avais 15 ans, Ah oui. son casque, son tout. Je suis un Peter Hansel addict, moi. Ah, c'est pour ça que tu es venu en Defender, juste. D'accord. Non, je n'ai pas encore eu de sponsoring là-dessus. Allez, on passe tout de suite au SSV. On en a parlé pour Xavier de Soultret, mais on va quand même faire le point sur la catégorie. Bah, du coup, si ça s'est mal passé pour Soultret, c'est soit Kael Chani, soit Brockegger, OHA. C'est un bingo. Ouais, bah, pas Kael Cheni, parce que Non, donc je c'est t'en Egger. parlerai pas. Donc c'est Brockegger qui gagne sa 4e victoire dans ce Dakar, 4e victoire de spécial. Évidemment, il conforte son leadership. C'est González Ferioli qui avait gagné hier, qui termine 2 à 46 secondes. Donc là aussi, c'est serré en SSV. Non, mais ne me regarde plus. Non, mais si. Cette émission ne m'intéresse plus maintenant que je sais que Peter a des galères. Non mais c'est pas Donc vrai. termine tout seul. En plus, ça rime. Ah, mais toi, tu pourrais faire les petits titres Ouais, que je fais dans les... C'est les artistes, ça, c'est Dans les les comédiens. infos. Je suis un poète dans l'âme. Non, mais bien évidemment. Ça. Donc Montero, 3e, Joao de son prénom, Ouais. qui termine à 1,43. Et premier top 5 de Christopherson, Johan Christopherson, la légende du rallycross. Bah voilà, il fait 4e dans cette spéciale. Et avec l'équipe Loeb Media, il prend de plus en plus ses marques. Donc bravo à lui. Quel Chenet, seulement 7e. Ah bah ça. Quelle pour une déception. fois, tu peux pas en parler sur le 3e position. Bah ici, parce que du coup, Xavier de Soultret perd la 3e place. C'est Donc ce que je veux lui, dire, c'est lui. Il prend 3e. eh ben, il était 2. Ah ouais, Donc il prend 3e parce qu'il a pris tarif en fait. Il a perdu 10 minutes c'est 44. énorme. Et c'est finalement Joao Montero qui, en prenant 9 minutes sur son équipier adversaire, va s'emparer de la 2e place. Donc c'est tout redistribué. Et malheureusement pour Xavier de Soultret, ça s'est pas forcément bien Ah, passé. je m'en remets pas pour Xavier de Soultret Ah, je aussi. sais, je Ouais. sais. Et attends, ça va être pire après parce que Quoi l'équipier de Xavier a eu des petits soucis. Non. C'est un pilote portugais, Gonçalo Guerreiro, avec Michael Justo. Ils font partie de l'équipe Loeb Media. Ouais. Et ben en fait, il y a eu un retour de volant malencontreux, fracture Du poignet, suspectée. du pouce. Non, plus que du pouce, c'est de la main. Avec un Ah, merde. retour de volant parce qu'il y a eu un contact avec un autre concurrent. Il a été héliporté, donc terminé, abandon pour Gonzalo Guerreiro, malheureusement. C'est bien dommage. Et pour Olivier Pernaut et Benjamin Rivière. Pas trop mal, ils sont dans le top 20, ils ont perdu 1 heure quand même. Voilà, Ah quand même. Ouais, mais ça peut vite bah voilà, créer les écarts, c'est ce que je disais, mais comme
tout le monde est prêt en ultimate, comme tout le monde est préparé dans toutes les catégories, il y a très peu d'écart, mais ça peut quand même vite chiffrer. Hein. C'était une étape difficile. Eh ben, difficile, c'est rien de le dire. Là, j'étais content au début d'émission, Oh là, là je suis là. chafouin. On regarde ce classement général de SSV, on va parler de cette dernière partie de l'émission avec la moto. Quand même, on regarde un petit peu où ça en est. Ah bah quand même, 47 minutes d'écart entre Brock Egger, Max Eddy et Joao Montero, Nuno Moraes. 51 minutes maintenant de retard pour Kyle Cheney. Je pleure, voilà, il était pas loin. Non, je n'ai pas du tout d'action chez Kyle Cheney, mais voilà, comme j'en parle depuis le début de la quinzaine, ça peut peut-être se terminer en duel américano-américain hein, avec Brock Egger et Kyle Cheney. Il n'est pas impossible que demain tu présentes tout seul. Hein. Xavier, qui a eu un accident, Je serai avec Eric de Seine. et Peter Hansel, Non. qui a des galères. Monsieur et Madame Bev Goodrich, si on arrête ce soir, il se passe quoi? Non, je tiens à ma place. Je rigole. Bon. Allez, Ah. tout de suite la moto. J'espère que tu as des bonnes nouvelles avec Adrien Van Beveren. Pas trop mal, Bon, mais en attendant, pas les meilleurs. on en a parlé tout à l'heure, Oui. Luciano Benavides qui a fait la première position. Mais on l'a non, dit en mais- début d'émission. Il a fait la première position hier. Et là, il s'impose en étant ouvreur. Il y en a Ah oui. très peu qui font ça. Je sais, tu l'as dit en début d'émission, Non, c'était mais le historique. D'accord, évidemment. Mais enfin, Mais ça, c'est fou quand même. on D'ouvrir pouvait- et d'être resté premier, c'est ouf. non, en fait, ça arrive très rarement. Ça Bah arrive ouais. à Toshash Arena cette année, dans l'étape 4, je crois, de mémoire. Luciano Benavides donc s'impose aujourd'hui en ouvrant. Il y avait 7 minutes 28 à prendre. Bah, il les a prises. Les images 7. sont incroyables. 7 minutes 28 C'est énorme. de bonification. Donc en plus, il ne s'est pas trompé en navigation. Donc il remporte évidemment l'étape du jour. Il met 4 minutes 50 à son plus proche poursuivant, qui n'est autre que... Je sais pas, je vois les images, j'ai envie de faire de la bécane. Ah bah mais moi aussi. Danny Sanders. Ah, Dani? Et Danny Sanders, il perd 4 minutes. Et il perd la tête pour 10 secondes. C'est Luciano Benavides qui est en tête du rallye. Il a Benavides en tête en général. Il était ce matin, je ne te dis pas de bêtises, il était à 4 minutes 40 de la première place. Il a repris tout simplement la première position dans cette étape. Mais du coup, on a le top 5 en combien de minutes là? C'est En hyper très serré très aussi, peu, hein. parce que le top 5 au classement général, Ouais. attends, je regarde tout de suite. Regardons, évidemment, sur, on est en direct, c'est pour ça, ça sert à ça. bien évidemment. Ah, réponse de monsieur et madame Bev Goodrich, Oui. nous préférons Anthony, on va voir ce qu'il souhaite, émission avant, pendant et après étape. Ah, oui, il va faire des live Twitch, les marathons inox, ça va être lui là bientôt. C'est pas mal. Ouais. Marathon pour une étape Dakar, c'est bien. C'est beau. Alors du coup, Pas mal. On a 41 minutes entre les 5 premiers. On Ah, a c'est 20 minutes. Attends, 20 comme en minutes entre les bécane. 4 premiers. pas Attends. comme en moto, je veux dire. Ah, en voiture, Non, allez, je vais y voiture. arriver, je suis fatigué. Oui, voilà, il veut plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il y a 4 minutes 47 d'écart entre les 3 premiers. C'est ultra Ah, mais serré. par contre, le top 5, ça va très vite après. Non, C'est, mais le top ouais. 5 peut-être, mais le top 3 en Ouais, 4 ouais. minutes 47, sachant qu'on a 10 secondes d'écart entre Luciano Benavides et Danny Sanders. 10 secondes, c'est improbable. On a fait 8 spéciales quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Donc c'est incroyable. Ricky Brabec fait 3e de l'étape. Il lâche 5 minutes. Et lui, pourtant, il espérait faire de belles choses parce qu'il était 10e. Il avait plein de traces devant lui. Bah oui, ça n'a pas suffi. Donc du coup, pour récapituler, Danny Sanders, il est repassé P2. Enfin, il était premier, il passe 2e C'est à ça. 10 secondes. Et il a perdu 4 minutes 50. Quoi, Donc ouais, ça se joue entre les deux. Ouais, merci beaucoup. Danny Sanders, ah ouais, oh la vache, c'est vraiment que dalle. Non, mais c'est rien. Les 6 premiers en 45 minutes. Et Ricky ça Brabec, il est à moto. combien? Il est à 4 minutes 47. Ouais, Ouais. c'est avec une crevaison, un problème, une Mais chaîne bon, qui a un souci. Toshash Arena, tu vois, il est à 20 minutes de la première place. Ah, donc- C'est le plus gros écart de sa carrière. Donc il n'a on- jamais été si loin. Donc là, ça veut dire que sur Benavides, Sanders et Brabec, en gros, ça va se jouer sur le marathon. Là, on va vraiment y Oui, voir plus mais clair. on n'est pas à l'abri d'avoir un Toshash Arena qui, sur les 2 étapes marathon-refuge, Ah ouais. refasse son retard. Ok. Attention. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, Adrien Van Beveren, Oui. je le vois P5 à 11 Oui. minutes 56. Ah, il perd du temps. Pourtant, il y avait un bon rythme. Hein. Je crois qu'on a une petite interview de lui, je suis pas sûr. Non. Non, on n'a pas. ne vois pas. D'accord, on n'a pas d'interview de lui. Il était content de son rythme. Alors Mais... là, il n'est pas sur mon conducteur. Ah, bah voilà. Ça, c'est parce que Stéphane Peter-Hansel a eu un problème. Tout le monde est parti, il est quitte le navire. Non, je ne l'ai pas, je suis désolé. J'ai Voilà. la version Ouais, sur le non, mais drive. Il a la version de l'année 2012 quand les motos. Je vais aller montrer ça à la caméra, vous verrez qu'il n'y a rien en bleu Non, fluo. ne montre rien. Non, mais ne montre rien. Je ne suis pas aidé, je ne suis pas rien. Bon, bah du coup, Bon, on l'écoute alors. l'interview que je n'avais pas d'Adrien, qui fait plaisir. La vitesse, elle est là et c'était top. Daniel, il me reprenait quasiment rien. Il m'a repris pas mal et après, il me reprenait plus beaucoup. Je roulais vraiment bien sur la dernière partie. Et puis, on est rentré dans un canyon un peu plus tôt sur la droite.
J'ai vu que le cap était dérivé trop à droite. J'ai dit ça va rejoindre, ça va rejoindre, ça va rejoindre. Je suivais la poussière, j'avais la poussière au loin. Je dis ils vont faire demi-tour si c'est pas ça. Et en fait Edgar était perdu. Et je me suis c'est de ma faute. Hein, je me suis engouffré dans le mauvais canyon et on a lâché beaucoup de temps. Je suis revenu, j'ai essayé de retrouver la trace, de me repérer. Et après une deuxième fois, mais moins longtemps. C'est dommage. C'est dommage parce que le résultat ne représente pas la vitesse d'aujourd'hui. Mais bon, ce qui est super positif, c'est que je me sens bien, je me sens de nouveau à l'attaque. J'ai réussi à rouler fort et ça, c'est cool. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais sur un Dakar, tu fais un décalage de 2 degrés sur ton cap. Bien sûr. Tu chopes la route qui était à côté au bout de 3 bornes et tu crois que tu es sur la bonne route, tu t'en aperçois trop tard. Tu vois une poussière au loin, tu te dis c'est là-bas, mais en fait l'autre il est aussi perdu, il jardine comme toi et exact. En fait c'était là-bas, fallait là. Compliqué. Et c'est pour ça que je pense quand même que rien n'est joué. J'ai 4 minutes 40 entre les 3 premiers, c'est rien du tout. Alors je parle même pas des 10 secondes qu'il y a entre Luciano Benavides et Naïs Sanders, ça serait historique quand même que Benavides puisse s'imposer après son frère qui l'a fait aussi à 2 reprises. Donc attention, c'était pas le favori. Il revient de blessure, c'était en octobre-novembre 2025. Il est là, il est de retour. Pat Le Guen, tu vas zoomer sur ma tablette ACR. Mais c'est pas vrai. Vous le voyez, il n'y a rien en bleu fluo. Parce que Vincent, qui est sur le chat, me dit il y est, regardez bien. Essayez de faire, voilà. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Et mais il a fait la version de 2012. Regarde bien. Regarde, là, tu vois, c'est bleu. On le voit tout de suite. Oh là là. J'ai actualisé. Alors, si vous modifiez pendant que l'on fait l'émission, non mais voilà. Si on pouvait terminer les assets avant de démarrer l'émission en même temps, bref, on s'amuse. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Nous, on s'amuse bien. On kiffe le Dakar. J'espère que ça se voit. Cette passion qui nous anime. On fait le point aussi sur les autres pilotes de Rallye 2. Oui, tout à fait. Ça a été encore très très fort pour Nils Terryk. Bravo, le Français pour l'équipe Cové. 3e victoire d'étape. On se souvient qu'au prologue, enfin vous vous en souvenez certainement, il poussait sa moto sous le cagnard et en forte chaleur. Il a perdu 2h43 sur une étape de 80 bornes, même pas, 28 bornes, que dis-je. Et là, c'est la 3e victoire d'étape pour lui, donc bravo à Nils Terryk. Il s'impose devant Martin Ventura. Et puis, pour le gain de la première place, attention, parce que Tony Mulek, en étant 3e, c'est un Tchèque, Slovène, pardon, il fait donc un bon coup par rapport à Preston Campbell. Il a récupéré en 4 étapes, je dis bien en 4 étapes, 11 minutes 18. Et donc, du coup, il se retrouve à moins de 10 minutes de la première place. Donc, Honda tenait la victoire provisoire dans cette catégorie Rallye 2. Attention à Tony Mulek qui peut peut-être les en empêcher. Très bien. Voilà. Bon, pendant que tu faisais ça, moi, j'ai changé de fichier. C'est Effectivement, j'ai des trucs bleus partout sur mon truc maintenant. Il y a partout. Il n'y a que du bleu. Il y en a partout. Les Malmoto, parce que ça, c'est ma catégorie préférée. Oui. Les Warriors, pour ceux qui découvrent pareil l'émission. Malmoto, qu'est-ce que c'est? C'est des pilotes qui sont tout seuls, ils n'ont aucune assistance. Ils ont sur une malle, il y a tout qui est dedans. Ils ont une malle de 80 litres et il y a tout ou presque avec des pièces, des outils nécessaires, 6 trains de pneus seulement et puis les bibes mousse qu'ils utilisent. Donc en gros, c'est la catégorie pour démarrer sur le Dakar, mais c'est extrême. Il faut savoir bien piloter, il faut savoir mécaniquer. C'est véritablement un enfer. Ouais, alors pour démarrer sur le Dakar, je ne conseille pas de faire Malmoto. Moi, si, pour les bécanes, quand tu n'as pas de thunes, Malmoto, je vois pas comment tu peux aller en Rallye 2. Si tu dis à ma première participation, tu lâches tes, je dis pas 50, 100K. Ah oui, mais d'accord. Non, mais pour démarrer. Ah, il vaut mieux Rallye 2 quand même. Ton premier Dakar à Rallye 2, mais t'es fou, ils démarrent tous en Malmoto, c'est sûr et certain. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui. Bah moi j'aurais démarré en Rallye 2. Voilà, bon. Ah oui, mais toi tu fais partie de ceux qui, comme l'autre, qui fait sa thérapie du Dakar. Dans un motorhome et tout, ouais, c'est ça. Ouais. Je fais... ouais, on n'est pas sur les mêmes planètes. Avec les douches chaudes et tout, enfin tout ce qu'il faut. Ouais, les Malmoto, dis-moi que Benjamin Melot a gagné. Non, il a fait 2, mais il reste premier. Ah, bon, alors. Mais il perd du temps. Il y a 38 secondes d'écart simplement entre Benjamin premier et son dauphin, qui n'est autre que Josep Pedro. Et Josep Pedro, j'en parle tous les soirs. Je me dis, mais c'est pas possible, il doit revenir. Bah oui, il revient. Il a gagné l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, l'étape 7, l'étape 8. Il gagne tout. Il arrive à 38 secondes maintenant de Benjamin Melot. Donc attention à Josep Pedro, il est bon, qui est vraiment sur un rythme infernal et effréné. Et il a remplacé finalement ce que faisait le Roumain Emmanuel Ginès, qui maintenant est blessé, et grâce au chat, on sait que c'est à la main qu'il a une fracture, et il continue quand même. C'est des ouf, les gars. Juste incroyable. Il a fait 5e d'ailleurs de l'étape, Emmanuel Ginès, donc vraiment, bravo à lui, le vainqueur de l'année dernière, mais il ne pourra pas gagner cette année, voilà, en ayant une fracture de la main. Évidemment, dernière info de cette émission, et ça fait plaisir, c'est que notre Français Florian Bancillon, dont on parle tous les jours, il est passé 8e du général. Exact. Ça, c'est trop cool. Il fait 8 de l'étape, et il fait 8 au général, pour pas grand-chose, hein, mais il passe à moins de 5 heures de retard sur le leader
Benjamin Melot. Et surtout, j'ai l'impression que ça progresse. Hein. Mais en fait, c'est son premier Dakar. Hein. Ouais, on en discuté en fait. Pourquoi on vous parle de lui, c'est qu'en fait on a discuté sur Insta, il est tombé sur nos publications de RS et il m'a dit ouais, on pourrait parler envoyer des vidéos. Bon, du coup, j'ai l'impression que c'est compliqué. Il est en mal moto, donc il a clairement autre chose à faire que nous envoyer des vidéos et c'est parfaitement normal. Mais tout ça pour en venir au fait qu'en fait, lui, il a gagné le Rallye Raid d'Afrique du Sud dans cette catégorie-là. Et donc il arrive au Dakar. Mais c'est un pilote, je pense, dont on entendra parler à de nombreuses reprises. On espère. Et ça marche bien. Et là, il prend ses marques. J'ai l'impression que ça y est, il commence à comprendre. Là, il est 8 de l'étape, 8 du général. Donc voilà, ça remonte. On rappelle que c'est un pilote qui est amateur dans le bon sens du terme. Hein. Voilà, il ne fait pas de cette activité son métier. Non. Et il découvre le Dakar. Donc bravo, c'est pas le seul, mais en tout cas, on voulait l'encourager. Si pas de bêtises, je crois qu'il est agriculteur. Ouais, exactement, dans le sud de la France. Tout à fait. Demain, prochaine étape, mais surtout c'est le début de la deuxième étape marathon. En gros, le Dakar va se jouer demain et après-demain, donc vraiment soyez au rendez-vous. À quoi il faut s'attendre du coup ? Eh bien, première partie de cette étape marathon refuge, 2 parcours bien distincts entre les voitures et les motos. Donc l'ouvreur Saoud Variawa va devoir compter sur François Cazalet pour être parfaitement à son aise, pour rejoindre le refuge bivouac donc, qui va attendre les pilotes. Il faudra monter sa tente, il faudra avoir sa petite ration, et puis peut-être préparer un épisode de sa série préférée pour Sébastien Loeb. Ouais, c'est clair. Bon, là, on ne le voit pas sur l'infographie, mais c'est donc 2 parcours différents entre les motos et les voitures. C'est pour ça qu'il y a deux infographies différentes. Tout ça pourquoi ? Alors déjà, pour éviter les problèmes, pour avoir des notions de sécurité un petit peu plus importantes, dans le sens où les motos qui vont faire de la poussière vont gêner les voitures, et donc du coup, les voitures pourraient éventuellement venir les percuter. Donc on a séparé les parcours. Et puis aussi, autre avantage, c'est qu'on peut partir plus tôt pour les voitures et donc pas terminer de nuit pour arriver au bivouac refuge. Effectivement. Bivouac refuge, pardon. Je regarde un petit peu tu peux nous remettre, voilà, exactement. 17% de sable. Ah, t'aimes bien les stats, hein ? Ouais, mais parce que j'aime les dunes, j'aime ces images-là. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, 12% 17% de dunes. Et 8% pour les motos. Ouais. Il y a moins de dunes pour les motos. Bah oui. Ah ouais, ok. Bon, en tout cas, ça va être le tournant de ce Dakar 2026 qui va se dérouler sous nos yeux sur ces 48 prochaines heures. Donc surtout, soyez au rendez-vous. Exact. Demain, on aura un invité, on pourra débriefer ça ensemble. Exact. On n'aura pas trop d'infos de la part des pilotes parce qu'ils n'auront pas trop de réseau normalement. Donc il faut les télécharger avant, les épisodes des séries. Et ensuite, on fera le bilan après donc cette grosse étape de la deuxième semaine. Mais c'est pas fini. Franchement, 38 secondes pour les Malmoto entre le premier et le deuxième, 10 secondes entre les 2 premiers de rallye GP à moto. On a 10 minutes, n'importe quoi, bien moins, 4 minutes entre Nasser Al-Attiyah et Mathias Ekström. En SSV, on a 47 minutes, c'est un peu plus. Et voilà, tout est ouvert. C'est ouvert, c'est passionnant. C'est aussi pour ça qu'on aime cette compétition. Merci d'avoir été très nombreux ce soir avec nous en direct. Franchement, c'est toujours cool de voir que vous répondez présents et que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre parce qu'il y a beaucoup de médias, beaucoup de il y a de l'engouement pour le de reportages. Mais voilà, ton débrief, il est passionnant. Merci d'être là. Voilà. C'est cool. On essaie de trouver des petites infos et puis parler de ceux dont on ne parle peut-être pas tant que ça. Dans les autres débriefs. Et voilà, ça fait plaisir. Merci à BF Goodrich. Et on se retrouve demain, même endroit, même heure, 20h, pour la suite du Dakar, cette première étape marathon. À demain, vive le Dakar.